given the obvious advantages or the obvious benefits, contributions that the diaspora can make to the development of Cameroon, what's your reason as to why the government has not engaged the diaspora positively? It's difficult to say, since, as you can imagine, I don't work for the government and I can't speak for the government. And in all honesty, I have not raised this question directly with a high-level government official. So I don't know. I don't know what the thinking is and why this advantage has not been taken, this opportunity has not been taken advantage of. I can only surmise, I can only guess that if you look at the politics of our country in the last 2 decades, and you look at the wave of the Cameroonians who left the country, either on their own volition to study and then didn't go back to Cameroon, or because they felt that their lives were at stake in Cameroon and so fled the country, that if you look at that, the bulk of people who left the country, there is a feeling that a lot of them left because they didn't think that the environment was amicable to their continued activities in the country. And so we have to find a way to reconcile ourselves. If that has become a source of sour relationships, then we have to find a way to reconcile ourselves. A few months ago, or a few weeks ago, many of you may have watched what happened in Europe when President Biya visited France, and the demonstrations that were staged by an organization of Cameroonians called the Code. I did follow those developments as well, and I kept feeling sorry for our country because I know that these young men and women who today are members of the Code were young men and women who were thrown out of Yaoundé University. There was a decree that said they couldn't be students in the university, and a lot of them fled Cameroon because of that. And today they're a bigger problem for us as a country because their grievances have not been addressed. So we have to think big, we have to think large, we have to find a way to avoid short-term problems to resolve a small problem today that could end up causing us more problems in the future. And I think I brought that up just as one example where a mistake that was done many years ago is hurting us now in terms of our country and our country's image. So my hope is that as we continue to raise this issue, as we continue to find avenues to have dialogue on this issue, hopefully at some point someone is going to come forward and say, let's hear you out, let's hear your grievances, these are our concerns. How can we as Cameroonians find a way to resolve all of these grievances and make for a better country going forward? J'avais une question parce que tu as parlé tout à l'heure des incitatifs que le gouvernement africain, comme le Ghana, mettait en place pour empêcher soit la migration de ces compatriotes hors du pays, même pour les inciter à revenir. Je veux savoir si vous pouvez donner quelques exemples d'incitatifs, que ce soit au niveau, c'est une part de taxation, juste de fiscalité favorable à leur installation, et aussi par rapport à, je peux comprendre qu'il était assez spécialiste en démocratisation et toutes ces infrastructures politiques, s'il avait son idée sur le projet de fédéralisme en Afrique que l'Union africaine pense à mettre en place. Parce que personnellement, moi je pense que ce serait une bonne idée. Parce qu'on parlait avant que vous commenciez de transparence et de tribalisme et tout ça. Personnellement, je pense que le fédéralisme pourrait, en séparant les pouvoirs, pourrait assez l'expression par rapport à ça. Je crois que l'idée en elle-même n'est pas mauvaise. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, avec une compétition assez rude sur tous les plans, les grands ensembles, on ne peut prospérer qu'en passant par les grands ensembles. Donc l'idée d'avoir tout un continent avec notre population, avec nos ressources sur la table de négociation, c'est une bonne chose. Mais seulement il faut se rendre à l'évidence aussi que cette intégration ne se fera pas uniquement par des discours. Parce que
ne serait-ce qu'à voir le niveau de développement politique de nos différents pays, la façon dont fonctionnent les institutions dans les différents pays, la façon dont les ressources humaines sont gérées, il est difficile de concilier tous ces pays dans un grand ensemble. Ça va faire beaucoup de... Ce serait incongru. Ça va faire beaucoup d'incongruités. Par exemple, lorsque les Africains se réfèrent facilement à l'Union européenne avait des normes, des qualificatifs. Il fallait remplir un certain nombre de conditions pour être admis comme faisant partie de l'Union européenne. C'est avec le temps que l'Union européenne s'est élargie. Effectivement, à chaque fois qu'il faut admettre un pays, il faut veiller à ce que le pays ait rempli ces conditions, non seulement sur le plan politique et des droits de l'homme, mais aussi sur le plan de sa gestion économique, sa politique économique. Je crois que le fait de parler des États-Unis d'Afrique, c'est un débat aussi qui date depuis le lancement de l'Organisation de l'Unité africaine dans les années 63. Il y avait toujours deux courants. Il y avait un courant qui voulait les États-Unis d'Afrique tout de suite et un autre courant qui voulait aller lentement. Je crois que c'est le même débat qui se reprend aujourd'hui. Mais à vous dire vrai, je ne pense pas qu'un Africain qui vit en Afrique du Sud ou au Botswana, au Ghana, souhaiterait être géré par une Afrique dirigée par Dadis Camara en Guinée-Conakry, ou par Tanja au Niger, ou par Kadhafi en Libye. Ça ne passera pas. Mais au niveau des organisations sur-régionales, je crois qu'il y a un travail qui s'est fait. Il est vrai que certaines structures sur-régionales avancent beaucoup plus rapidement que d'autres, mais au niveau de SADC, par exemple, ils ont fait beaucoup d'avancées. Au niveau de la CEDEAO, ils ont fait beaucoup d'avancées, même sur le plan de maintien de la paix, sur le plan de la démocratisation. Mais il y a des sous-régions qui traînent encore. Et là, il y a du travail à faire.